La pluie ne tombait pas, elle s'abattait à l'horizontale. Ici, en Normandie, on appelle ça un déluge océanique, mais ce soir-là, j'avais l'impression que la mer elle-même essayait de m'engloutir. Je me tenais devant l'immense portail en fer forgé du domaine familial, grelottant dans un simple sweat à capuche trop fin. À travers la fenêtre éclairée, je les voyais. Ma mère, Béatrice, servait du thé à ma sœur, Léa. Elles avaient l'air si bien, si au chaud. Ma mère avait verrouillé le portail électronique, me piégeant sur la route départementale. Ma batterie affichait 12%. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai appelé mon père. Avant que je ne vous raconte ce que mon père a trouvé sur l'iPad de ma sœur et qui a tout changé, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Le froid n'était pas seulement sur ma peau, il était au plus profond de mes os. Ma mâchoire tremblait si fort que mes dents s'entrechoquaient comme des dés dans un gobelet. J'essayais de cacher mes mains dans mes manches, mais le tissu était déjà trempé, lourd et inutile contre le vent cinglant qui soufflait depuis la Manche. Mes doigts me semblaient étrangers, engourdis et maladroits, serrant mon téléphone comme une bouée de sauvetage. 20 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour passer d'un dîner en famille à un cauchemar en hypothermie. J'ai fermé les yeux et le souvenir de la chaleur m'a frappé plus fort que la pluie. 20 minutes plus tôt, le salon sentait l'ail rôti et le romarin. Je dressais la table. Puis il y a eu ce cri. Léa a dévalé les escaliers, son visage affichant un masque parfait d'innocence dévastée. Elle sanglotait, brandissant son téléphone comme une arme. Elle disait que 12 500 € s'étaient volatilisés. Transférés hors de son compte. Volé. Cet argent, c'était son héritage de notre grand-mère, le fonds spécifiquement mis de côté pour son stage de luxe à Londres cet été. Elle a pointé un doigt manucuré vers moi et a hurlé que j'avais dû utiliser son facidé pendant qu'elle faisait la sieste. Je n'ai même pas eu la chance de nier. Je n'ai pas pu demander de preuves. Ma mère, Béatrice, n'a même pas regardé le téléphone. Elle n'a pas vérifié l'application bancaire. Elle m'a juste regardé. Le dégoût dans ses yeux a été immédiat, absolu et terriblement familier. Elle a traversé la pièce en deux enjambées, et la gifle a résonné plus fort que le tonnerre dehors. Ce n'était pas une gifle d'éducation. C'était une gifle de haine pure et simple. Elle a saisi mon bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau, et m'a traîné vers la porte. Elle m'a jeté dehors comme un sac poubelle qu'elle aurait oublié de sortir sur le trottoir. Debout dans le noir, regardant la pluie cinglée sous les projecteurs de sécurité, j'ai compris pourquoi je ne frappais pas au portail. N'importe quel adolescent normal enfermé dehors pendant une tempête hurlerait. Il appuierait sur le bouton de l'interphone, supplierait sa mère d'avoir pitié, s'excuserait pour des choses qu'il n'a pas faites juste pour retrouver la chaleur. Mais je suis restée silencieuse. J'ai réalisé quelque chose dans cette obscurité glaciale, ce que les psychiatres appellent le piège de la cruauté normalisée. Ma mère n'essayait pas de me donner une leçon. Elle n'était pas égarée. Elle savourait ce moment. Je sentais son regard derrière les rideaux. Elle attendait que je craque. Elle voulait que je tombe à genoux et que je la supplie pour qu'elle puisse se sentir bienveillante quand elle déciderait enfin de laisser rentrer le chien mouillé. Elle avait passé 15 ans à normaliser cette dynamique, faisant de moi la méchante pour que Léa puisse briller comme la victime idéale. Si je suppliais, je validais son monde. Si je hurlais, je lui donnais la réaction émotionnelle dont elle avait soif. Cette prise de conscience a tué la peur instantanément. Elle a remplacé la panique tremblante par quelque chose de froid, de dur et de tranchant. Je n'étais pas une fille pour elle. J'étais un accessoire dans son fantasme de pouvoir. Et j'en avais fini de jouer mon rôle. J'ai essuyé l'eau de mes yeux. Je n'ai plus regardé la fenêtre. J'ai regardé la route, guettant des phares. Je n'attendais pas un parent. J'attendais un témoin. J'attendais mon père. Puis je les ai vus. Deux faisceaux de lumière blanche perçant le déluge comme des lasers. Le 4x4 de mon père n'a pas ralenti en approchant de l'entrée du domaine. Il connaissait le code du portail. Il avait la télécommande, mais il n'a utilisé ni l'un ni l'autre.
Et a vu sa fille adolescente sous la pluie glaciale, et il a vu les barreaux de fer qui l'enfermaient dehors, et il a fait un choix qui m'a tout dit sur le camp qu'il avait choisi. Il a donné un grand coup de volant à droite. Le moteur a rugi, un grognement mécanique profond qui a couvert le tonnerre. Il est monté sur le trottoir, ses pneus déchirant la pelouse impeccable que ma mère dépensait des fortunes à entretenir. Il y a eu un craquement écœurant et satisfaisant alors que le lourd véhicule fonçait droit dans les massifs d'hortensia primés de Béatrice, écrasant les aménagements paysagers et contournant complètement le portail verrouillé. Il ne s'est arrêté que lorsque son pare-choc était à quelques centimètres des marches du perron. Il était déjà sorti de la voiture avant que le moteur ne s'éteigne. Il ne courait pas. Il marchait d'un pas prédateur. Il a enlevé son lourd manteau et l'a enroulé autour de moi d'un seul mouvement fluide. La chaleur était un choc, mais l'expression de son visage était plus froide qu'une tempête de glace. Il ne m'a pas demandé ce qui s'était passé. Il n'a pas demandé ma version de l'histoire. Il a regardé la porte d'entrée verrouillée, puis moi, et son regard s'est assombri. « Reste derrière moi », a-t-il dit. Sa voix était basse, d'un calme terrifiant. Il a monté les marches et ne s'est pas embarrassé de sa clé. Il a frappé la porte d'entrée d'un coup de pied juste en dessous de la serrure. C'était une porte massive en acajou construite pour résister aux intrus, mais elle n'était pas construite pour résister à un père qui venait de voir son enfant traité comme un animal errant. Le bois a éclaté avec un bruit de coups de feu, et la porte a basculé vers l'intérieur, rebondissant contre le mur. La transition a été instantanée et brutale. Une seconde, j'étais dans un ouragan glacial et chaotique. La suivante, j'étais debout dans un hall d'entrée baigné d'une lumière dorée et silencieuse qui sentait la lavande et le thé coûteux. Le contraste m'a donné le tournis. Béatrice se tenait au milieu du salon, une tasse de thé en porcelaine figée à mi-chemin de sa bouche. Elle n'avait pas l'air coupable. Elle n'avait pas l'air horrifiée que son mari vienne de traverser la pelouse et d'enfoncer la porte. Elle avait l'air agacée. On aurait dit une hôtesse dont la réception avait été interrompue par un invité malpoli. « Tu as perdu la tête, Stéphane », a-t-elle lancé en posant sa tasse avec un cliquetis sec. « Tu as ruiné mes parterres de fleurs. Je t'ai dit que je m'occupais de sa discipline. Elle doit apprendre que les actes ont des conséquences. » Mon père ne l'a même pas regardé. Il ne lui a pas fait l'honneur d'une dispute. Il n'a pas crié à propos du froid, de la cruauté ou du fait que j'aurais pu mourir d'hypothermie. Il est passé juste devant elle, ses bottes trempées laissant des traces de boue sombre sur le tapis d'Orient couleur crème. Il est allé droit vers le canapé où Léa était pelotonnée sous une couverture en cachemire, l'air hagard et fragile, serrant son iPad contre sa poitrine comme un bouclier. « Stéphane, ne t'avise pas de m'ignorer », a hurlé ma mère, sa voix montant dans les aigus. « Ta fille est une voleuse. Elle a volé 12 500 €. Mon père s'est arrêté devant Léa. Il la surplombait de toute sa hauteur, l'eau de ses vêtements dégoulinant sur le tissu précieux du canapé. Léa a essayé de se recroqueviller, de convoquer ses larmes de crocodile qui marchaient sur tout le monde depuis 17 ans. Elle a ouvert la bouche pour gémir, pour jouer la victime, mais mon père a tendu la main. « Donne-le-moi », a-t-il dit. « C'est privé », a couiné Léa en cherchant l'aide de maman du regard. J'ai dit, donne-le-moi. Il n'a pas attendu. Il s'est penché et a arraché l'iPad de ses mains. C'est mon bien, a hurlé Léa. Ce n'était plus un cri de peur. C'était le hurlement capricieux de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non de toute sa vie. Elle s'est jetée vers l'appareil, ses ongles manucurés griffant le bras de papa, mais il l'a tenu haut, hors de sa portée, comme s'il gardait un jouet dangereux loin d'un bambin. « Rends-lui ça, Stéphane », a crié maman en s'interposant. « Tu violes sa vie privée. Tu n'as pas le droit de traiter ta fille comme une criminelle dans sa propre maison. »« C'est moi qui paie les factures », a-t-il dit, sa voix coupant leurs cris comme une lame. « Le compte est à mon nom. J'ai tous les droits. » Il n'a pas perdu de temps à deviner son code. Il n'a pas discuté d'éthique. Il s'est dirigé vers l'écran OLED géant fixé au-dessus de la cheminée, celui que maman laissait d'habitude diffuser des paysages sereins pour impressionner les invités, et a touché une icône sur l'iPad. L'écran a vacillé. La prairie de montagne paisible a disparu. À sa place, l'écran d'accueil de Léa est apparu, agrandi de façon terrifiante.
Stéphane, arrête ça immédiatement, a hurlé maman en se plaçant devant la télé. Pousse-toi, a-t-il dit. Il n'a pas crié. Il n'en avait pas besoin. Le seul poids de son autorité l'a écarté. Il a ouvert l'application de paiement. Il n'y avait pas de piratage. Pas de magie technique. C'était juste là, tout en haut de l'historique des transactions. Envoyé à LuxLife Russell. 12 500 €. Motif, pièce d'investissement. Le silence qui est tombé sur la pièce était lourd, étouffant. Maman a fixé le chiffre sur l'écran géant. Elle a cligné des yeux, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Ça ne prouve rien, a-t-elle bégayé, désespérée de ne pas voir son monde s'effondrer. Camille aurait pu faire ça. Elle aurait pu voler l'iPad pendant que Léa dormait et faire le transfert. C'est vrai, a demandé papa. Il a balayé l'écran vers le haut. Il a ouvert l'application mail. Le dernier email datait d'il y a 3 heures. Objet, votre commande a été expédiée. Expéditeur, Chanel officiel. Le numéro de suivi était actif. L'adresse de livraison n'était pas ma chambre. Ce n'était pas un point relais. C'était adressé à Léa de Saint-James, chez sa meilleure amie, à 2 rues d'ici. Est-ce que Camille a commandé un sac à main à 5 000 € chez ton amie, Léa, a demandé papa en se tournant vers elle. A-t-elle aussi falsifié l'email de confirmation? Léa secouait la tête, les larmes coulant sur son visage. Mais ce n'étaient pas les jolies larmes sympathiques qu'elle utilisait avec maman. C'étaient les larmes laides et tachées d'un animal acculé. J'en avais besoin, a-t-elle sangloté. Tout le monde en a un. Tu ne comprends pas la pression. Mais ce n'est pas le pire, a dit papa. Il n'avait pas fini. Il a balayé l'écran à nouveau. Il a ouvert ses messages. Il n'a pas eu à chercher loin. La discussion de groupe épinglée en haut était active. Le dernier message avait été envoyé il y a 5 minutes. Pendant que je gelais au portail, pendant que maman servait le thé, tout le monde a lu les mots de Léa sur l'écran en haute définition. Oh mon Dieu les filles, ça a marché. Le boulet est littéralement en train de geler devant le portail en ce moment. Maman gobe tout. Elle me sert du thé. Je suis un génie. Bye bye Camille. Joint au message, il y avait une photo. Une photo floue, zoomée, prise depuis la fenêtre du salon. Une photo de moi sous la pluie, tremblante. Le mythe de l'enfant parfaite n'a pas seulement éclaté, il s'est brisé en 1 million de morceaux irréparables. Papa a fixé le message, le lisant 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis il s'est lentement tourné vers maman. Tu disais que tu protégeais la famille, a-t-il chuchoté. Regarde cet écran, Béatrice. Regarde ce que tu protégeais. Elle a 16 ans, Stéphane. La voix de maman était perçante, désespérée. Elle s'est placée devant la télé, essayant de cacher l'image accablante de la discussion de groupe de son propre corps. C'est juste une erreur. Elle a agi sous le coup de l'émotion. Les filles de son âge font des bêtises quand elles se sentent menacées. On peut rendre le sac. On peut récupérer l'argent. Ce n'est que de l'argent. Que de l'argent, a répété mon père. Sa voix n'était pas forte. Elle était éteinte. Il ne l'a pas regardée. Il n'a pas regardé Léa, qui sanglotait maintenant dans ses mains, émettant des sons qui auraient pu être des excuses si quelqu'un l'écoutait. Il a regardé l'iPad dans sa main. Il n'avait pas fini. Il avait vu autre chose dans l'application mail, quelque chose qui avait attiré son attention avant qu'il ne passe au message. Pousse-toi, Béatrice, a-t-il dit. Non, tu as prouvé ce que tu voulais. Tu l'as assez humilié. Il n'a pas discuté. Il l'a simplement contourné, a touché l'écran, et la télé a encore changé d'affichage. Il ne regardait plus la boîte de réception. Il avait ouvert le dossier « Corbeille ». « Qu'est-ce que tu fais ?» a exigé maman en lui saisissant le bras. « Arrête de fouiller. Tu cherches juste des raisons de la haïr. »« Je cherche la vérité », a-t-il dit. Il a ouvert un email supprimé sur le grand écran pour que personne ne le rate. C'était une lettre d'acceptation envoyée hier pour une bourse complète dans un programme d'excellence scientifique.
J'avais attendu des semaines, convaincu que je n'avais pas été prise, mais si. Papa a chuchoté, stupéfait, elle a été acceptée hier. Puis nous avons vu la réponse envoyée 20 minutes plus tard depuis mon compte pendant que j'étais à l'entraînement. Elle déclinait l'offre et avait été immédiatement supprimée. Le silence a changé de nature. Ce n'était plus du vol. C'était du sabotage. Papa s'est tourné vers Léa, sa voix se brisant. Tu ne t'es pas contenté de lui voler de l'argent. Tu as trouvé son admission, tu l'as refusée et tu l'as effacée pour qu'elle ne le sache jamais. Elle s'est figée. Maman n'avait plus aucune défense cette fois. Je me suis avancée, je n'avais plus froid. Tu ne voulais pas l'argent. Tu voulais détruire ma seule chance de partir parce que tu as peur que je sois réellement meilleure que toi. Pour la première fois, maman ne l'a pas protégée. Puis son expression s'est durcie dans une sorte d'arrogance méprisante. Elle s'est levée, a souri froidement et nous a ordonné de sortir de sa maison. Papa n'a pas discuté. Il a appelé la gendarmerie. Quand l'adjudant Miller est arrivé, papa lui a remis un document juridique. La maison était détenue par un trust en ma faveur. Le droit de maman d'y vivre dépendait de ma sécurité et de mon bien-être. En m'enfermant dehors sous la tempête, elle avait violé les conditions du trust et s'était techniquement expulsée elle-même. La décision a été immédiate. 10 minutes pour partir. Je les ai regardés être escortés sous la pluie. Elle n'était plus puissante, elle n'était plus protégée. Quand la porte s'est refermée, la maison m'a semblé calme et sûre pour la première fois. Plus tard, mon père m'a fait un chocolat chaud comme quand j'étais petite. La bourse a été rétablie. J'ai accepté. Elle pensait que posséder signifiait contrôler, mais la vraie propriété, c'est la responsabilité. Et maintenant, enfin, cette vie m'appartient.